La question du patriarcat, si ça cristallise autant de tensions, c'est aussi avant tout une question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que ça veut dire patriarcat? En fait, ce mot, il a beaucoup d'acceptions différentes. On peut prendre une définition stricte qui est celle des anthropologues. Pour eux, le patriarcat, c'est vraiment un système très particulier, des structures familiales particulières marquées par un statut de la femme très dégradé, une vie en communauté de plusieurs générations, etc., sous l'autorité d'un patriarche. Alors ce patriarcat-là, au sens vraiment très strict, n'a jamais vraiment existé en Occident. C'est plutôt des structures familiales qui caractérisent d'autres régions du monde. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il n'a jamais existé dans nos contrées. En revanche, ce qui a existé, c'est, vous l'avez dit, un certain degré de domination masculine qui a été un invariant anthropologique qui a caractérisé l'ensemble des sociétés jusqu'à la nôtre. En tout cas, jusqu'à il y a, allez, on va dire 150 ans ou 70 ans, selon le moment où on choisit de placer le curseur. Oui, si on regarde autour de nous d'un œil objectif, on est obligé de constater qu'aujourd'hui, en Occident, notamment en France, la liberté des femmes est à son comble. On serait en peine de trouver une autre époque historique où les femmes avaient autant de latitude, autant de liberté, autant de possibilités pour travailler, pour exister à l'égal des hommes dans la sphère économique, politique, celle des idées, etc. Nous sommes là, 4 femmes en train de débattre sur un plateau, ce qui n'était certainement pas possible à d'autres époques, et pas uniquement parce que la télévision n'existait pas. Donc, sous ce rapport, je pense que oui, il y a d'abord un fait objectif à noter. Après, ça ne veut pas dire que le patriarcat ou, disons, la domination masculine a complètement disparu. Ça, il y a des inégalités restantes. L'égalité n'est pas parfaite pour plein de raisons sur lesquelles on peut bien sûr revenir. Mais voilà, c'est question de vocabulaire. Quand on se cristallise trop sur les mots, patriarcat, pas patriarcat, on arrive rapidement à une impasse. Effectivement, les féministes ont repris ce mot aux anthropologues et ils lui ont donné un sens beaucoup plus général. Elles ont remplacé en fait domination masculine par patriarcat pour désigner toutes les situations où il y a de l'inégalité par le mot patriarcat. Beaucoup de chercheurs et de commentateurs trouvent ça dommage, y compris certaines féministes trouvent ça dommage parce que ça ravale la complexité, les nuances des différentes situations sur un seul concept, patriarcat. Ou alors on peut, comme je le propose dans mon livre, parler de, je ne sais pas, patriarcat partiel, total, léger, lourd, mais effectivement il faut quand même 50 nuances de patriarcat. Voilà, établir des degrés. Et Peggy Sass, vous dites carrément que la domination masculine n'a jamais existé, vous allez encore plus loin? Alors Aggravez votre cas. non, je dis pas ça. Ouh là là, directement là. On y va dans le vif du sujet. Déjà, la domination masculine n'existe pas, donc effectivement, c'est pas comment dire. J'avais pas voulu t'en faire un livre, un titre provocateur, qu'un titre qui en fait invite, comment dire, les lecteurs y vont en croyant quelque chose et sortent en se rendant compte que c'était pas ce qu'ils pensaient en voyant le titre. Pour beaucoup de gens, ça n'a pas marché parce qu'en fait, les gens se sont arrêtés au titre et n'ont pas lu le livre. Donc ça a été marqué au niveau marketing. Après, peut-être qu'ils les ont achetés, mais... bref, là-dessus, c'était un peu raté. Donc depuis, j'essaie d'arrêter les titres blagues, les titres ambigus. C'était ainsi la haine orpheline. J'ai fait un peu poétique, mais ensuite le sous-titre était très clair. Non, en fait, donc ce livre-là, en tout cas, la domination masculine n'existe pas. C'est sous-entendu comme on pense qu'elle existe. C'est pas justement, Vera en parlera beaucoup mieux de moi, le paradigme marxiste où en fait on remplace, comment dire, où les femmes sont les prolétaires et les hommes sont les dominants. Moi, mon paradigme, il est évolutionnaire, biologique, darwinien. Je pense que c'est une co-construction. Que les valeurs qu'on considère aujourd'hui machistes, de domination masculine, en fait, pendant beaucoup de temps, elles ont servi les intérêts reproductifs des femmes, les intérêts reproductifs des femmes. Et en fait, c'est ce que nous apprend le paradigme darwinien, c'est que si on trouve des traits très souvent, très courants chez un sexe, c'est qu'en fait, il a été valorisé par l'autre sexe, vu qu'on est une espèce sexuée. Donc à reproduction sexuée et les générations, les gènes se perdurent parce qu'il y a une rencontre, il y a une rencontre des sexes. Donc c'est ça, c'est le miroir. La force chez les hommes ou et chez les femmes, par exemple, voilà, en gros, la reproduction. oui, voilà. Par exemple, on peut prendre un exemple concret. Voilà, la force. La dominance, pas tant la domination, mais le caractère dominant d'un homme, le fait de pouvoir avoir l'ascendant sur ses congénères, en particulier ses concurrents,
Ça, c'est avantageux pour les femmes. Dans un contexte, ça aussi, le truc qui est très passionnant avec le darwinisme, c'est que c'est très contextuel. Comment dire, les organismes répondent à l'environnement, et ensuite, enfin bref, il y a des boucles rétroactives, soit positives ou négatives. Et tout ça pour dire quoi? Oui, exemple concret, la force. La force, c'est avantageux pour les femmes, parce que comme les femmes portent les enfants, ont une demande énergétique pour la reproduction beaucoup supérieure à celle des hommes. Le fait que si une femme enceinte meurt, le bébé ne survit pas, donc les gènes ne perdurent pas. Un homme peut passer ses gènes à la génération suivante s'il meurt au moment d'éjaculer. Tant qu'il éjacule sur un ovule fécond. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la base pour comprendre la différence des sexes. Et vu que les femmes reproductivement ont quelque part ce handicap, comment dire, handicap, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, voilà, pour se reproduire et pour faire perdurer leurs gènes, les femmes ont un réquisite minimal d'investissement beaucoup plus supérieur à ceux des hommes. Donc, en fait, elles ont intérêt à profiter de la force d'hommes. Et inversement, par exemple, un trait qu'on considère que c'est là, en tout cas, c'est vrai que ce serait patriarcal. Par exemple, la virginité, le fait de la jeunesse, qu'on attribue aux femmes, plutôt. Voilà, qui est présent chez les femmes et qu'on voit que c'est un trait qui est favorisé pour les hommes. Là, ça avantage les intérêts reproductifs des hommes, parce que vu que le gros problème des hommes, c'est que vu qu'ils ne portent pas les enfants, ils ne sont jamais certains d'être le père de l'enfant, et donc ils ne sont jamais certains que leur investissement génétique n'est pas à perte. S'ils se focalisent sur des femmes jeunes, inexpérimentées, etc., ils ont plus la garantie. Ils ont plus la... Ouais. Donc ça, le patriarcat a des causes biologiques, en résumé. Voilà, c'est ça. Oui, je crois que Vera en parle à la fin de son livre. Moi, j'ai vraiment ma perspective, c'est pas... Avec la biologie, c'est pas la biologie n'explique pas tout, effectivement, mais sans biologie, on n'explique rien. Et je crois qu'il y a une citation de Baruch Cohen qui dit à peu près la même chose. Qui dit, voilà. Laetitia Sroche-Bonnard, vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que on est avec ce que dit Vera, ce que dit Peggy, c'est-à-dire que le patriarcat avait des causes biologiques qui, aujourd'hui, ayant quasiment disparu, eh bien, nous vivons dans un monde finalement égalitaire où le patriarcat n'a plus de raison d'être? Oui, alors je suis assez d'accord, même très d'accord avec vous deux. Donc, je ne vais pas forcément répéter ce que vous avez dit, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut concilier ces deux visions. On peut à la fois comprendre qu'il y a une base biologique aux relations entre les sexes, et notamment en relations de domination ou de différence ou d'inégalité. On peut d'ailleurs les appeler de plein de mots différents parce que ce n'est pas forcément la même chose. Et en même temps, on peut constater que beaucoup de choses ont évolué. Ça ne veut pas dire que nous ne restons pas, grosso modo, les mêmes êtres humains avec des gènes assez similaires finalement à ceux des chasseurs-cueilleurs. Il y a des choses qui sont restées dans nos comportements d'aujourd'hui et qui viennent de très loin. Et je pense que Peggy pourra en parler mieux que moi. Cependant, il y a des conditions qui changent, et notamment des conditions technologiques. Et ça, c'est le sujet de votre livre, Vera Nikolsky. Et d'ailleurs, c'est très bien résumé. Si le problème auquel les femmes ont fait face depuis très longtemps, c'est une forme de dépendance très forte, en fait, aux conditions naturelles, eh bien, à partir du moment où on trouve le moyen d'alléger, en fait, ces conditions pour les femmes, il est évident que leur statut va changer. Et donc, elles auront les moyens, finalement, de prendre leur place. De prendre leur place concrètement, de faire des choses que font les hommes, et de moins dépendre également du rythme de l'enfantement et de tous les dangers qui vont avec. Là où j'ajouterais peut-être... quelque chose, c'est que je ne pense pas que tout soit dû forcément aux conditions matérielles et aux changements technologiques, parce qu'il y a aussi des changements qui se font dans l'ordre des idées.
Et on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et pour finir sur le patriarcat, moi, quelque chose qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est un terme qui mélange tout. On parle de patriarcat en France et on parle aussi de patriarcat en Afghanistan ou en Iran. Personnellement, je préfère vivre en France. Et je trouve que c'est même assez violent, en fait, par rapport aux femmes qui vivent des situations vraiment difficiles, des situations d'infériorité et de violence aussi dans certains pays. Et j'ai du mal à voir l'intérêt, en fait, d'utiliser une notion aussi exagérée. C'est Talleyrand qui disait, je crois, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, ça n'aide pas forcément la cause si le but, c'est de continuer à améliorer pour les femmes ce qui doit être amélioré, que d'utiliser un concept aussi fort. Il me semble plus efficace d'essayer d'être objectif, rationnel, de voir dans quel domaine on peut mieux faire et d'avancer ensemble. Justement, je vais vous montrer une carte qui est le Gender Inequity Index et qui montre justement les pays du monde où il y a le plus d'égalité hommes-femmes et le moins d'égalité hommes-femmes. Donc on voit très clairement qu'il y a une différence finalement entre l'Occident, le monde occidental en tout cas, et peut-être ce qu'on pourrait appeler les pays émergents, les pays du Sud. Est-ce que pour vous, Vera Nikolski, c'est une différence qui s'explique uniquement par justement les conditions matérielles ou est-ce qu'il y a aussi une dimension culturelle qui peut expliquer ça et justement ce que disait Laetitia, peut-être à un moment une révolution culturelle, une révolution dans le domaine des mentalités ou est-ce qu'il faut juste l'attribuer au fait qu'effectivement, ce sont des pays où la technologie, les conditions matérielles pour les femmes se sont développées? Alors, moi, je n'ai pas cherché à nier le rôle des idées dans mon livre, ni le rôle des facteurs culturels, ni des facteurs religieux. Pas du tout. Simplement, il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent. C'est-à-dire que les idées, on en parle tous les jours, et notamment s'agissant de cette question des droits des femmes, de l'émancipation des femmes, le discours il est vraiment saturé par les références aux idées, aux lumières, le progressisme, l'égalité, et ça qui sont des choses très importantes, qui relèvent du domaine des idées, mais ce faisant, on oublie un peu le reste, c'est-à-dire les autres facteurs qui entrent en jeu, et celui qui m'intéresse le plus, le facteur matériel qui sous-tend l'existence de ces idées. C'est-à-dire que pour le dire grossièrement, ces idées elles-mêmes n'émergent pas à n'importe quel moment de l'histoire, et ces idées elles-mêmes ont peut-être besoin d'une série de conditions pour exister. Et ensuite, c'est un va-et-vient entre les deux. Ça ne veut pas dire que les idées sont secondes et n'ont plus aucune importance. Elles ont une autonomie ensuite, elles peuvent agir en retour, c'est des boucles de rétroaction sans fin. Et ces idées transforment aussi les conditions matérielles, d'ailleurs, les amplifient, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Mon livre n'est pas du tout un appel à ne plus du tout parler des idées et ne s'intéresser que à des... Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, pour ce qui est des pays des autres parties du monde, c'est une question compliquée. Oui, comment expliquer, par exemple, qu'au Japon ou en Arabie Saoudite, par exemple, qui sont des pays où la technologie, la richesse est là, eh bien, on a des sociétés encore très patriarcales, par exemple. Tout à fait. Alors, à mon humble avis, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, il y a le facteur matériel auquel j'ai consacré mon livre, qui me semble primordial au sens où il impulse beaucoup de changements qui ensuite se transforment en idées et en structures. Eh bien, il y a une question de chronologie dans ce facteur, c'est-à-dire où est-ce que les conditions commencent à se transformer au début et où elles arrivent, où cette transformation est plus tardive. Alors, quand on s'intéresse au départ de ces transformations, c'est la période de la révolution industrielle. La révolution industrielle naît en Occident. Elle naît en Angleterre, elle naît en Europe occidentale, elle se diffuse ensuite au monde. Donc nous vivons dans le monde qui est le plus anciennement transformé. Donc les structures et les mentalités se transforment aussi, mais il y a toujours un temps de décalage entre des transformations matérielles et l'influence ou l'effet qu'elles peuvent produire sur le monde. Donc, il me semble que d'abord, il faut se demander à quel moment cette prospérité, cette industrialisation, ces conditions technologiques arrivent dans les pays. Ensuite, il y a la question du reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi les idées, les religions, les structures familiales, j'en ai parlé au début pour parler du patriarcat. Quand vous prenez des pays qui, depuis des millénaires, sont caractérisés par des structures familiales très oppressives pour les femmes, famille souche ou famille communautaire, voilà, avec une patrilinéarité stricte. Oui, ce sont des conditions d'Emmanuel Todd. Oui, ce sont des conditions beaucoup moins favorables pour que l'égalité puisse advenir. Quand on prend des pays où la religion est très forte, très vigoureuse, peut-être plus jeune que le christianisme très déclinant qui est celui de l'Occident, oui, bien sûr que c'est des conditions beaucoup moins favorables. Donc l'Occident était placé, on peut dire, pour l'émancipation des femmes dans des conditions parfaites,
où il y a eu à la fois cette industrialisation, ces conditions matérielles, le déclin de la religion, qui était lié aussi, et puis des structures familiales d'emblée relativement peu oppressives, relativement est important, elles étaient inégalitaires, mais elles étaient moins oppressives que certaines autres structures partout. Donc voilà, je pense qu'en appliquant ça à différents pays, c'est pas mal. Enfin, ça explique pas mal les choses. Après, il y a certainement d'autres facteurs encore que je n'ai pas mentionnés. Laetitia, vous pensez qu'il faut donner plus de pouvoir aux idées dans l'émancipation féminine ? Je ne sais pas, mais d'abord, je trouve votre projet vraiment salutaire. Enfin, votre livre, quand j'ai vu que vous l'aviez publié, je me suis dit qu'il manquait vraiment... Enfin, bien sûr, Peggy, ça, Non, mais c'est pas la même on avait chose, déjà fait une partie, mais c'est un angle un petit peu différent. Et en fait, pour moi, vous faites une analyse marxiste. Mais je le dis pas, c'est pas du tout négatif, c'est descriptif. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, dites-moi si je me trompe, vous regardez d'abord l'infrastructure et vous en concluez une superstructure. Et je trouve ça vraiment intelligent, et en tout cas, c'est une invitation au débat qui est quand même, je trouve, bienvenue, de se demander justement quel est le rôle relatif du matériel et du spirituel. Et donc, en fait, on va avoir le même débat qu'on aurait en général sur la question des idées versus le matériel. Peut-être que je suis un peu plus idéaliste que vous, au sens, non pas d'idéaliste au sens opposé à marxiste, au sens où j'ai quand même l'impression que sans la disposition intellectuelle pour arriver à considérer qu'il y a une égalité, en fait, morale, entre les hommes et les femmes, il est peut-être plus difficile ensuite d'utiliser le progrès technique de la même façon. Et d'ailleurs, on le voit, et je pense que vous êtes d'accord, même si on arrive à exporter le progrès technique dans des pays qui sont patriarcaux, il manque le regard qu'on porte sur la condition humaine et qui est quand même assez particulier à l'Occident. Alors, c'est difficile de définir l'Occident. Je ne pense pas qu'on arrivera au bout du sujet ce soir. C'est le sujet de notre émission. Mais c'est vrai quand même que l'idée d'égalité morale, qui s'est ensuite propagée dans la politique et qui est devenue l'égalité en droit, est centrale dans nos sociétés. Donc, voilà, je pense comme vous qu'il y a une interaction entre les deux. En tout cas, voilà, je suis ravie qu'on puisse discuter de ce sujet. Je voudrais quand même porter la contradiction justement à ce constat effectivement du féminicide, parce que c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de parler du féminisme, et à chaque fois que je dis justement qu'on n'est plus en patriarcat, une militante se lève dans la salle et brandit une série de chiffres à l'appui qui vient me prouver qu'effectivement la domination masculine est encore une réalité. Je pense par exemple aux chiffres des féminicides ou des viols qui sont aujourd'hui toujours... Voilà, ça, on voit à l'écran les chiffres de Nous Toutes qui sont sur les féminicides. Donc les féminicides, c'est comme ça qu'on appelle les meurtres de femmes désormais. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant que ce chiffre augmente dans les 3 dernières années, alors même qu'on a mis en place toute une série de mesures. Et c'est intéressant que vous en parlez dans votre livre aussi, Vera Nikolski, ça montre peut-être les limites du volontarisme politique en la matière. C'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de résidu de violence masculine qu'on n'arrivera jamais à éradiquer dans notre société ? Ou est-ce qu'on n'en fait pas assez, comme le disent les féministes ? Ou est-ce qu'on n'a pas les bonnes solutions ? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, notamment des féminicides ? C'est une question pour Peggy, ça. Et après, Peggy va répondre. C'est pas une question pour moi. Mais oui, en effet, oui, bien sûr qu'on peut exhiber beaucoup de chiffres qui vont montrer qu'il y a d'abord de la violence masculine. La violence masculine est en fait. Et il y a d'ailleurs un dossier qui est sorti juste là, hier, je ne sais plus quand, sur la violence masculine. France Inter, bref, je viens de voir passer ça aujourd'hui sur la violence masculine, tout à fait, envers les femmes. Énormément entre hommes aussi, d'ailleurs, oui, beaucoup plus d'ailleurs entre hommes qu'envers les femmes. Les prisons sont peuplées essentiellement d'hommes. Et puis il n'y a pas que ça, il y a des inégalités restantes dans le monde économique, il y a des inégalités restantes dans le partage des tâches domestiques. Tout ça, ce sont des réalités, je ne cherche pas à le nier. La seule chose que je me borne à souligner, c'est que ça n'a jamais été mieux. C'est tout. Je ne dis pas que c'est totalement parfait. Est-ce qu'on peut réduire ça totalement, éliminer totalement ces différences ? C'est une question très compliquée, peut-être, je ne sais pas, peut-être presque ontologique ou philosophique, mais en tout cas, le mouvement est clairement positif. Donc les militantes ont raison d'exhiber les chiffres, mais par exemple, pour les violences faites aux femmes, ce sont aussi sur le long terme des chiffres qui sont plutôt en diminution. Oui. C'est vrai que sur le moment, ça varie beaucoup, mais ce sont des chiffres... Pour les féminicides, je ne parle pas des violences en général, mais pour les féminicides, ce sont des chiffres tellement réduits, 130, 140 meurtres par an sur la population française, c'est vraiment... La variation est normale. C'est normal que d'une année sur l'autre, ça varie, ça monte, ça descend, ça ne veut pas forcément dire
quoi que ce soit. Mais sur le long terme, sur quelques décennies, on voit une diminution de ces chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement logique avec le mouvement général de diminution des homicides sur le très long terme historique. Quand on regarde depuis 2000 ans, bon, en tout cas depuis le Moyen-Âge, là où on dispose quand même de données parcellaires mais relativement consistantes dans certaines zones, le travail de Pinker notamment, eh bien on voit que ça ne cesse de descendre d'une façon vraiment très, très, très importante dans le cadre du processus qu'on peut appeler le processus de civilisation de Norbert Elias ou autre, de pacification et de discipline, des pulsions. Oui, exactement, de dressage des populations. Et puis, comment vous réagissez, vous, quand on exhibe ces chiffres, à la fois des violences, mais aussi du sexisme, parce qu'on a le baromètre du sexisme, par exemple, qui sort chaque année, et qui montre chaque année que la France est davantage sexiste. Qu'est-ce que vous réagissez quand on vous montre tous ces faits qui semblent prouver que la domination masculine existe toujours? Vous avez 4 heures. 5 minutes. Alors, sur les féminicides, moi j'ai une hypothèse qui est vraiment une hypothèse, qui n'est pas prouvée dans un sens, qui n'est pas prouvée dans un sens ou dans l'autre. C'est que je pense qu'il y a une, c'est pas que je pense, on sait qu'il y a à la violence interpersonnelle, il y a une dimension mimétique. Et selon moi, mon hypothèse, c'est que plus on parlera des féminicides, plus en fait on donnera l'idée à des gens de passer à l'acte. On voit ça sur les fusillades, les psychologues, aux États-Unis, quand il y a des fusillades de masse. La première chose qu'ils disent aux médias, les médias n'entendent pas, parce que les médias adorent titrer c'est n'en parlez pas. N'en parlez pas, parce qu'ensuite il va y avoir des ricochets. Et je pense qu'il est possible, en tout cas, que sur les féminicides, ça soit. Il y a une dimension mimétique, on sait qu'il y a une dimension mimétique au suicide aussi. C'est l'effet Werther qui est documenté depuis très longtemps. Quand il y a des suicides, il y a le suicide de Marilyn Monroe, il y a eu un pic de suicide ensuite. Voilà, la violence interpersonnelle et aussi la violence contre soi, donc le suicide, il y a une dimension, on copie les autres. Donc je pense que il est possible qu'en faisant du féminicide indicateur, un fait médiatique en fait, et en plus c'est aussi féminicide. Moi j'ai un gros problème avec le terme. Les femmes ne sont pas tuées parce qu'elles sont des femmes, c'est des conjugicides en fait. Les femmes sont tuées parce qu'elles ont un rapport conjugal actuel ou ancien avec leur tueur. Parce que le plus souvent, ça se passe dans des contextes de séparation, de jalousie. Ça aussi, c'est excessivement bien documenté. Ce dont je parlais tout à l'heure, le côté la force est valorisée par les femmes et recherchée par les femmes. En fait, c'est un truc à double tranchant. On a plusieurs chercheurs ont baptisé ça, c'est l'effet garde du corps. Un garde du corps, un jour, il va pouvoir vous mettre la mandale dans la gueule, en fait. Si vous choisissez un homme pour sa force, certes, il peut vous protéger, mais ça peut se retourner contre vous. Et ça, ce paradigme je ne sais pas si c'est pas le paradigme, l'hypothèse du garde du corps, ça a été conceptualisé parce qu'on s'est rendu compte que statistiquement, quand on trouve une femme morte, elle a quasiment 100%, elle a une chance sur 2 d'avoir été tuée par un inconnu ou par son conjoint. Ouais. Et ça, voilà, c'est aussi des conséquences. Pour le coup, moi, je remonte un peu plus. Moi, c'est l'infrastructure de l'infrastructure quand je parle de biologie. Voilà, la différence fondamentale, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence d'investissement parental et qui est même. En fait, tout découle de l'anisogamie, la différence des gamètes, le fait que les spermatozoïdes sont mobiles et très produit en masse, oui. Alors que l'ovule, c'est une fois par mois, en plus sur une période de temps beaucoup plus réduite. Voilà. Donc en gros, les hommes et les mâles en tout cas, et ça a été encore attesté aussi récemment qu'en 2016, il y a eu une énorme étude qui est sortie dans Science qui montre que voilà, cette structure-là fondamentale de la différence des réquisites minimales énergétiques entre les gamètes explique les rôles genrés sur tous les mammifères, humains y compris, avec des gens du CNRS. Je dis souvent que c'est un jeune du CNRS parce que souvent on me dit c'est les Américains, genre que la science c'est comme le Noël du Tchernobyl, quoi. La science, il y a la science française, la science américaine, c'est pas la même chose. Bref, parenthèse fermée, j'essaye en tout cas. Et tout ça pour dire, oui, ce genre de chiffres. Donc voilà, il y a le côté mimétique des violences, et je pense aussi que c'est pas bon.
je sais pas comment formuler ça, que ce soit pas trop fort comme affirmation, mais on réinstille en tout cas, parce qu'elle n'est pas partie très loin, la peur du loup, la peur des hommes chez les femmes, justement. Et pour moi, c'est mauvais pour leur émancipation. Moi, je suis très proche vous le citez dans votre livre, de Camille Paglia, qui dit « Être une femme libre, c'est aussi accepter les mêmes risques que les hommes ». Donc, c'est sortir dans la rue, c'est Virginie Despentes qui dit... un mélange, Valérie Masson-Delmotte, Virginie Despentes, un truc entre les deux. Virginie Despentes qui dit, voilà, j'ai été violée parce que j'ai aussi fait du stop, j'ai aussi accepté de ne pas rester chez moi. Camille Paglia dit ça beaucoup mieux que moi, avec des phrases Virginie Despentes, oui, elle est revenue, je pense que si on faisait relire quiconque théorie, elle se ferait comme celle. Mais ce truc, les femmes aujourd'hui qui sont justement sorties où les conditions matérielles ont changé et nous ont permis de sortir de ces logiques très archaïques où pour survivre il fallait être protégé par un homme plus fort. Donc aujourd'hui on a la possibilité de se prendre en main. Ça aussi d'ailleurs c'est une parenthèse, la démographie. Je ne sais pas si les pays un constat qui a été beaucoup fait, c'est que un facteur caché de l'émancipation des femmes, c'est la démographie, et plus précisément le sexe ratio. Quand il y a plus de femmes que d'hommes, vu qu'il n'y a plus de partis pour profiter du statut, des ressources, etc., en fait, les femmes sont davantage incitées à s'occuper d'elles-mêmes. Et ça, par exemple, il y a justement au Moyen-Âge, ça va vous plaire, à toute l'époque des Béguines, de Christine de Pisan, et en fait, la démographie, le sexe ratio, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et ça pour aller où, je ne sais pas. Je vais m'arrêter parce que l'on peut plus. On va passer au deuxième sujet que je voulais aborder, mais qui est en lien avec ce que vous disiez, parce que vous parliez beaucoup de la biologie. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on a aujourd'hui un féminisme qui rejette la science. Qui s'est fâché avec la science. Alors, on cite souvent, et vous la citez, dire votre livre, un peu une réponse à Sandrine Rousseau, qui disait le monde crève de trop de rationalité, de décisions prises par des ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Et avec cette idée que finalement, la rationalité scientifique occidentale se serait construite contre les femmes. Je voulais vous citer aussi un extrait de l'abécédaire « On ne dissout pas un soulèvement », qui est donc le livre collectif de soutien au soulèvement de la Terre, qui a la rubrique « Écoféminisme » écrit « Du sexocide des sorcières aux assauts de la science moderne, la modernité s'est construite sur une détestation commune des femmes et de la nature. » Vera Nikolsky, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée que finalement la science se serait battue contre les femmes? Je crois que c'est la thèse inverse que vous défendez. C'est ça, c'est la thèse inverse. Oui, c'est un malentendu qui me semble très, très regrettable. J'en parle dans mon livre, je parle de la science, je parle beaucoup de la médecine, parce qu'on agglomère en général les sciences et la médecine qui serait aussi oppressive pour les femmes. Alors oui, elle l'est un peu, et dans certaines configurations, il y a eu bien sûr d'abord une monopolisation du savoir médical et scientifique par les hommes, c'est exact, les femmes ne faisaient pas de science en masse, ne faisaient pas de médecine. On peut même le voir, on peut en voir quelques vestiges. Les femmes parlent beaucoup des violences gynécologiques ou de la surmédicalisation de la grossesse, etc. Bon, ça existe, mais il faudrait raison garder. C'est-à-dire qu'à côté de ça, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le progrès technique, le progrès scientifique, surtout le progrès médical, ont eu une influence très considérable sur le destin des femmes, sur le statut des femmes, à travers de multiples phénomènes, mais si on veut en retenir un, c'est la baisse de la mortalité infantile, qui leur a permis de ne plus devoir procréer souvent dans leur vie en faisant beaucoup d'enfants, ce qui évidemment tout de suite vous dégage toute une foule de possibilités nouvelles, comme faire des études, travailler, etc. Bon. Mais pour ce qui concerne le refus de la science, le refus de la biologie, donc vous avez évoqué ces féministes qui estiment que tout est dans la tête, que tout est social, donc par exemple que le sexe biologique n'existe pas. Alors c'est une question passionnante parce que cette idée part d'une très bonne question.
La question est excellente. C'est-à-dire, voilà, vous avez la biologie, vous avez des sexes, nous sommes une espèce sexuée. C'est ce qui se passe chez les animaux aussi, ça se passe aussi chez les humains. Mais effectivement, chez les êtres humains, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, l'être humain, il ne se contente pas de subir uniquement son destin biologique, il le théorise d'abord, il doit faire avec, donc il réfléchit, il le normalise, il en fait des normes. Et il est exact que dès le départ, cette inégalité physiologique entre les sexes, où la femme engendre dans son propre corps et l'homme engendre dans le corps d'autrui, qui quand même désavantage très lourdement la femme pour sa disponibilité pour les autres activités, elle a été tout de suite traduite en termes idéologiques. C'est devenu tout de suite une théorie, une idéologie. C'était bel et bon de faire ainsi. Et si la femme est capable de faire des enfants, il faut qu'elle les fasse. Donc il y a une vraie question à la base, celle des rôles sexués. Effectivement, chaque société, d'ailleurs, les rôles varient beaucoup. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. Les rôles des femmes et des hommes ont varié. Donc la question est excellente. En fait, la base est toujours la même. Oui, mais il y a quand même pas mal de latitude. Oui, mais après, c'est comment dire le spectre. Mais il y a des invariants, culturels, et c'est très intéressant parce que justement, dans ces invariants culturels, on retrouve la biologie, quoi. Oui. Alors, moi, je trouve quand même que la question de différence est intéressante. Quand on regarde, c'est pas entièrement déterminé. Mais non, mais je dis pas ça, en fait. Mais comment expliquer Non, je veux juste dire qu'ensuite, à partir de cette excellente question, on est parti un peu trop loin. Oui, et ça, que tout était culturel. Oui, on en est venu à nier ensuite les choses. Laetitia Songebard, comment vous expliquez, vous, justement, le succès de ce qu'on a appelé la théorie du genre, c'est-à-dire le fait que d'expliquer essentiellement que la différence de sexe est un construit social et cette négation de la biologie et de la science, comme si on ne voulait pas reconnaître le substrat biologique de la différence de sexe. Pourquoi tant de succès? Parce que cette théorie du genre, elle est quand même aujourd'hui omniprésente dans les universités, notamment dans le monde anglo-saxon, mais aussi, ça arrive en France. Je partirais du même constat que vous, Vera Nikolski, c'est que il y a une bonne intention au point de départ, qui est de se dire, mais si tout cela, si toutes ces différences étaient complètement construite. Si tout n'était que social, inculqué, reproduit, transmis. Et donc l'interrogation est légitime et je pense que ça vient aussi d'une peur très forte que justement les différences biologiques nous condamnent en fait à des rôles qui soient complètement immuables. Donc moi je comprends tout à fait l'espèce de révolte intellectuelle et le questionnement aussi qui peut aller avec ce mouvement. Moi, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est pourquoi ça s'enracine à tel point et pourquoi il est si difficile d'accepter qu'il y a aussi des différences biologiques entre les sexes, que ces différences ont un impact sur notre physiologie, mais aussi sur nos comportements. Et moi, je trouve ça passionnant. Personnellement, quand j'ai découvert ces choses, j'ai d'abord été un petit peu choquée, bien sûr, puisque jamais je n'en avais entendu parler. Mais ensuite, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit que j'avais envie de comprendre davantage ces différences, non pas du tout comme des déterminismes, mais comme simplement des informations qui m'aideraient à peut-être mieux me décider, mieux conduire ma vie, tout simplement. Donc, c'est un vrai mystère pour moi que la curiosité intellectuelle soit dépassée par la peur, aussi par l'idéologie, il faut l'admettre. Je pense malheureusement qu'il y a des gens aussi qui font fortune, enfin au plan intellectuel, sur la diffusion d'idéologies qui sont séduisantes. C'est vrai que c'est très séduisant de dire tout est construit, tout est culturel, et il suffit de tout renverser et tout ira mieux. Mais c'est complètement vague, c'est abstrait, on ne sait pas par où il faut commencer, mais ça fédère. Donc il y a, comme dans toute idéologie, je pense qu'il y a une envie de se sentir faisant partie d'un grand combat. Mais en tout cas, moi, je le regrette beaucoup parce que les études de genre pourraient être différentes. Bon, déjà, elles pourraient s'appeler autrement parce qu'on pourrait peut-être en discuter, mais le terme est quand même un peu marqué quand on connaît son origine, mais ça pourrait être tout autre chose. Ça pourrait être des disciplines où on fait de la sociologie, de l'histoire, de la biologie, de l'anthropologie. Avec de la bonne méthode, des standards de recherche. Avec de la vraie recherche, parce que ça c'est un autre enjeu, où on essaie de comprendre ce que sont les femmes et les hommes dans leur totalité. Et alors là, moi j'adhérerais complètement au concept. Vera Nikolski. Oui, et justement, en fait, ce qui se passe, c'est un véritable rejet de la biologie tout particulièrement. Il y a Anne Campbell, par exemple, et d'autres parlent de biophobie. Et
Et c'est quelque chose aussi qui s'explique, en fait. Ça s'explique par plein de facteurs, par l'histoire du XXe siècle. Je pense que c'est une discipline qui a beaucoup été discréditée par le rôle un peu sombre qu'elle a pu jouer dans des régimes totalitaires et l'utilisation qui a pu en être faite. Absolument, le lycénisme, l'eugénisme. C'est une sale histoire. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que l'affirmation de la sociologie au début du XXe siècle aussi a joué un rôle, parce que c'est une science qui s'est affirmée contre la biologie, notamment contre la psychologie, pour s'affirmer en tant que telle et pour dire on peut isoler des faits sociaux en soi et qui vont s'expliquer par d'autres faits sociaux. Et ça a été un mouvement salutaire pour affirmer, pour asseoir cette science. Mais 100 ans plus tard, on pourrait peut-être commencer à dialoguer. Il y a aussi pas seulement une négation de la biologie, mais aussi une attaque contre la raison occidentale, avec une exaltation d'un pouvoir féminin qui serait un peu... Alors ça, avec l'exaltation de la figure de la sorcière. Effectivement. Alors ça, c'est l'autre une contre-rationalité. Que vous avez mentionné. Alors ça, pour moi, c'est un peu un mystère. Effectivement, une espèce de révolte mais qui confirme de façon tout à fait dommageable à mes yeux les pires clichés concernant les femmes. Les femmes seraient du côté de la nature, elles seraient irrationnelles, elles seraient belles sur leur balai, etc. Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce portrait. Oui, c'est assez étonnant. Et peut-être... Moi, c'est marrant parce que je voudrais aborder une dernière question. En lisant votre livre, il m'est venu une hypothèse que, en fait, tous ces phénomènes aujourd'hui... Après, il y a la question, est-ce que c'est tellement populaire que ça? Est-ce que c'est pas un délire d'un télo? Voilà, en librairie, ça marche bien, je crois, les ça dépend. livres sur les rationnels. Non, mais il y a des gros... non, je parlais plus des féministes, comme des trucs de genre, quoi. Je pense que, bref... Voilà. Parce que je voudrais terminer... donc, en lisant votre livre, je me suis... Voilà, avant la civilisation techno-industrielle, les espaces de socialité féminine étaient contraints. Comment dire, on était obligés d'être ensemble entre femmes pour notamment gérer les problèmes reproductifs. Et en fait, je me suis dit en lisant que en fait, la civilisation techno-industrielle avait créé un manque. Et en fait, là, les femmes sont là, genre, qu'est-ce que... Il y a eu après, il y a eu les réunions Tupperware, et maintenant, il y a des trucs, on se brûle de l'encens, et... Vous pensez que le féminisme prend le relais des réunions Tupperware, c'est ça? C'est une thèse intéressante. Qui va vous faire des amis. Il y a un gros... Moi, je vois l'affiliation, le lavoir, la réunion Tupperware, et le féminin sacré. Pour moi, c'est le même... enfermement du discours féministe sur lui-même, et je dis même quelle est dans ce cas-là la différence par rapport à des enfermements, autres types d'enfermements sur la cuisine, les enfants. Et là, on n'est pas dans une réunion non-mixité, je vous rassure. Nous ne sommes pas là en tant que femmes. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est des femmes? Voilà, exactement. Je voudrais quand même qu'on aborde juste, peut-être il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais que chacune, vous me dites peut-être tour à tour ce qui vous semble le véritable défi pour les femmes au XXIe siècle, parce qu'on a beaucoup parlé justement des faux combats féministes, ces féministes qui se battent pour l'écriture inclusive et pour la féminisation des noms de métiers. Mais qu'est-ce qui... Enfin, je sais que Véronique Kotsky, c'est quand même une bonne partie de la thèse de votre livre, c'est de dire, finalement, les féministes se trompent de combat parce qu'effectivement, les femmes vont peut-être avoir à affronter des défis redoutables, notamment avec l'effondrement de cette civilisation industrielle qui les a permis de s'émanciper. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots quels seraient les grands défis des femmes au XXIe siècle? Oui, en effet, c'est la deuxième partie de mon livre. Je reviens sur l'histoire, mais je reviens sur l'histoire pas gratuitement, pas juste pour le plaisir de l'érudition. Je reviens sur l'histoire pour essayer de jeter un regard sur l'avenir et se demander ce qu'il en sera demain. Alors, vous avez cité la petite définition de l'écoféminisme qui essaie d'articuler l'écologie et le féminisme. Alors, ce livre est parti aussi, entre autres, d'une frustration devant la manière dont ce courant, notamment, articule les deux, qui pour moi est une manière complètement illogique et pas du tout celle qu'il faudrait avoir si on était rationnel. Je ne pense pas qu'il faille lier les femmes et la nature, qui sont toutes les deux pareilles, etc. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce paradoxe que des femmes qui sont féministes, qui sont souvent aussi préoccupées par l'écologie, dans le cadre de l'intersectionnalité des luttes, ou par ailleurs, à titre personnel, souvent, c'est des militantes qui sont intéressées par les deux. Elles sont intéressées par le devenir du monde, elles sont intéressées par le féminisme. Mais il n'y a pas de lien entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question qui surgit. Demain, dans ce monde un peu crépusculaire qu'on nous dessine, avec la crise de ressources, avec la crise climatique, avec la transformation des écosystèmes, avec l'effondrement des systèmes agricoles, avec la raréfaction des échanges, et donc très certainement une fragilisation importante, sinon un effondrement de la civilisation thermo-industrielle, dans ce monde de demain, que vont devenir les droits des femmes?
On se bat pour les droits d'aujourd'hui, y compris les droits très précis, très spécifiques, très pointus. Mais que vont devenir ces droits si le monde redevient plus pauvre, plus chaotique, plus violent, davantage soumis où la force physique recouvrera beaucoup d'importance, parce qu'aujourd'hui, elle n'en a aucun, en tout cas dans le milieu de ces... C'est sûr qu'en Ukraine, en ce moment, exactement. Le patriarcat reprend ça. Enfin, on sait ce que c'est qu'un homme et on sait ce que c'est qu'une femme. Exactement, c'est un très bon exemple. L'homme, c'est celui qui va se battre de façon obligatoire. Exactement. Et que vont devenir les femmes ? À mon avis, si on admet que les conditions matérielles ont une influence dans l'avènement de l'émancipation des femmes, on doit aussi se dire que si ces conditions disparaissent, eh bien, ces droits eux-mêmes seront fragilisés, ne seront peut-être pas respectés, et des mécanismes très anciens, comme la division sexuelle du travail, risquent de refaire surface sous une forme ou une autre. Certainement pas la même, parce que les retours au passé, ça n'existe pas, ça ne sera pas le Moyen-Âge, ça ne sera pas l'âge de pierre, ça sera autre chose, mais ça ne sera pas forcément génial. Donc, et cette question n'est pas vraiment posée, et c'est pour ça que, en fait, c'est un problème d'échelle. Ça me semble être un problème énorme, vu la situation historique dans laquelle on est, le moment historique dans lequel on est. Et on commence doucement à en prendre conscience. Et pourtant, à côté, eh bien, non, il n'y a pas du tout d'interrogation sur cette question et on se concentre vraiment sur des choses très différentes. Donc oui, moi, ça me semble étrange et inquiétant. Donc je le dis dans le livre, je ne trouve pas essentiellement les néo-féministes violentes ou excessives ou totalitaires, etc. Je les trouve insouciantes. Laetitia ? Mais... Enfin, vous êtes assez gentil finalement avec elle, parce que parfois, ça n'est pas seulement qu'elle nie ou qu'elle ne mette pas elles ne joignent pas les deux bouts, mais c'est que elles sont contre en fait le capitalisme, la prospérité, la croissance, et donc elles scient la branche sur laquelle elles sont assises. Donc, vous avez raison, il y a un problème d'échelle. Il y a un problème de différence entre la perspective de long terme et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je trouve que parfois, il y a une forme d'ingratitude aussi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tout cas, on a de quoi avoir de la gratitude à l'égard de la technologie, du capitalisme. Oui, voilà. Mais pour le capitalisme, c'est dialectique aussi. On peut lui être reconnaissante. Tout à fait, mais c'est aussi ce capitalisme-là qui va aussi provoquer des... Enfin, alors ça, c'est un autre débat. Je pense que je suis moins pessimiste que vous sur la question des ressources et de l'avenir de la civilisation. Mais ça, c'est vraiment un autre débat. Quand même, je crois qu'on ne se rend pas très bien compte, quand on se lève le matin, dans notre pays, qu'on a une condition à peu près convenable, qu'on a énormément de chance. Et donc, pour répondre à votre question sur... Oui, mais justement, je vais peut-être juste la préciser, parce que vous avez écrit un livre, « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Est-ce que ce n'est pas justement le vrai défi, il n'est pas pour les hommes, justement, au XXIe siècle, plus que pour les femmes? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Je ne sais pas, parce que je ne veux pas opposer les deux. Oui. Et moi, ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé sur ce livre, c'était de regarder les inégalités qui concernent les hommes. Alors, c'est un sujet très difficile à entendre, mais il y en a. Et mon argument général était de dire les femmes ont un intérêt à ce que les hommes aillent bien, parce que les femmes ont envie que les hommes aient une bonne situation et dans certains cas aussi les soutiennent, d'ailleurs vice-versa. Donc oui, il y a aussi un enjeu là-dedans. En tout cas, je le formulerai de la façon suivante. Je pense que les femmes n'ont aucun intérêt en fait, à vouloir inférioriser les hommes, parce que là aussi, elles scient la branche sur laquelle elles sont assises. Peggy Stoss, pour vous, c'est quoi le défi principal qui attend les femmes au XXIe siècle, de ne pas s'enfermer dans un féminisme victimaire qui les cantonne à une identité Je ne sais pas. C'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec la fin de l'argumentation de Vera, le truc quand ces conditions de la civilisation techno-industrielle risque de s'effondrer, on viendra à des conditions beaucoup plus archaïques et là justement il y aura peut-être, bref, on s'est compris. Je sais pas si c'est un défi actuel, mais en tout cas pour moi la base de l'émancipation féminine, c'est une phrase de Christopher Hitchens qui est un bout de phrase de Christopher Hitchens qui dit c'est la sortie de la reproduction obligatoirement compulsive. Et si on n'a pas ça, si on n'a plus le contrôle de la fécondité, le contrôle des naissances, etc., ou si parce que les maladies infantiles reviennent et qu'il faut faire 15 enfants pour espérer en avoir 2,5 qui survivent,
beaucoup de choses se changeront pour le pire, pour nos congénères. On n'espère pas. En tout cas, votre livre, Vera Nikolsky, est aussi un plaidoyer pour, vous dites qu'il faut en finir avec le féminisme de la réclamation pour mettre en œuvre un féminisme de la mobilisation et du faire. Et j'aime bien cette expression. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais un féminisme du faire plutôt qu'un féminisme de ce que vous appelez le féminisme de Mimi Géniard, qui se plaint plutôt qu'agir. Oui, Mimi Géniard, c'est une espèce de dégénérescence de la réclamation, parce que j'essaie de montrer qu'il y a deux idéal types, deux esprits du féminisme idéal typique qui ont coexisté au cours de l'histoire et qui se sont un peu opposés aussi, réclamer de nouveaux droits ou bien exercer les droits ou les possibilités qui sont à notre portée pour faire autre chose. C'est-à-dire ne pas s'enfermer sur les réunions Tupperware, mais, je ne sais pas, faire de la recherche, transformer le monde, fabriquer des machines-outils, écrire des romans, faire des films, enfin, des choses généralistes que les hommes font aussi. Et individualistes aussi, je pense que c'est la grosse... Oui, c'est-à-dire que normalement, les femmes ont réclamé la liberté pour faire ces choses-là. Elles disent, on ne nous laisse pas faire ça, et une fois qu'on a cette possibilité, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réunions Tupperware. Enfin, c'est complètement absurde. Ça voudrait dire que finalement, ce n'est pas si nécessaire que ça. Bon, c'est très méchant ce que je dis là, c'est un peu caricatural. Donc le faire, c'est ça. Le faire, c'est agir. Vous êtes là, et agissez. Vous êtes philosophe, vous êtes cinéaste, vous êtes ingénieur, c'est ça l'intérêt de l'action humaine. Et pourquoi je parle de mobilisation? C'est parce que justement le moment me semble particulier, le moment historique me semble particulier. Et encore une fois, c'est très paradoxal parce que c'est à ce moment-là que ce féminisme de la réclamation qu'on pourrait s'attendre à voir décliner, puisque justement la situation s'améliore, eh bien il ne fait que croître et se transforme en une espèce de complainte, en fait. On n'est même plus dans la réclamation, on est dans la dénonciation permanente, les doléances de plus en plus fortes, avec beaucoup d'antagonisme, avec beaucoup d'insatisfaction. Et ça me semble dommage. Juste, il me semble qu'on devrait faire de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus l'occasion de faire, et que c'est particulièrement crucial aujourd'hui, en vue de demain. Mais justement, vous me faites penser au livre d'Emmanuel Todd, Où en sont-elles? Et vous en êtes une disciple, si j'ai bien compris. Mais dans ce livre, il parle, lui, d'une forme de frustration des femmes qu'il remarque aujourd'hui, au moment où elles ont acquis des choses qu'elles n'avaient jamais eues et dont elles ne savent pas toujours quoi faire, parce que c'est difficile, la liberté. Donc, difficile liberté. Un des grands enjeux aussi pour nous, je pense, c'est ça, c'est savoir apprendre... comprendre comment on peut être libre à notre façon et pas toujours en faisant comme les autres, en étant vraiment individualiste aussi. Peut-être juste pour terminer, comment on explique justement que, alors justement qu'on est très très libre, le féminisme soit très très virulent? Et ça, je sais que vous avez pu réfléchir là-dessus, mais alors vous avez une minute. Oui, c'est aussi vieux que Tocqueville et tout. C'est quand les conditions s'améliorent, en fait, on voit plus que, comment dire, on se focalise sur ce qui va pas et on grossit ça, alors qu'en fait, on voit pas tout le progrès qu'il y a eu. Écoutez, merci. Nous, en tout cas, on a pu explorer ce progrès dans cette émission. Merci beaucoup à toutes les trois pour ce débat passionnant, qui ne plaira pas à tout le monde, peut-être, mais qui a le mérite d'aborder la question féministe sous un angle un peu différent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain club. Le sujet sera bien différent, puisque nous aborderons la fin du sacré dans la démocratie avec Sonia Mabrouk et Guillaume Cuchet. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.